qui est plus fort depuis la préhistoire, c'est qui reste debout à la fin et qui ramasse ses dents au sol. Quand j'ai dit que j'arrêtais les forces spéciales pour aller combattre pour 400 € au début d'un sport illégal en France, lui il m'a dit feu. Hein. Je passe un quartier libre exceptionnel aujourd'hui avec Benoît Saint-Denis, la star française du MMA. Alors c'est un ancien soldat des forces spéciales qui tutoie aujourd'hui les géants mondiaux de l'art martial mixte. Dans 10 jours, il affrontera Beneil Darius, son prochain combat. Mais il a accepté d'interrompre son entraînement pour venir dans Quartier Libre, le podcast du soldat qui pose des questions à des leaders civils et militaires. Je suis le capitaine Brault, B-R-A-U-L-T, et vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux pour me proposer des invités ou des questions à leur poser. On est sur toutes les plateformes, audio, vidéo, merci pour votre soutien. Et maintenant, c'est parti pour ce Quartier Libre avec Benoît Saint-Denis. Quartier Libre. Benoît Saint-Denis, bonjour. Enchanté. Merci beaucoup de venir dans le podcast Quartier Libre. Alors, je dois vous faire une confidence d'entrée. Moi, je suis pas du tout un fanat de MMA. En fait, je l'ai découvert par vous. Parce que j'ai des potes mini qui m'en ont parlé. Donc, j'ai commencé à regarder des matchs, à étudier votre sport, à me préparer bien sûr pour cette interview. Mais si, parmi ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y en a un paquet qui ne savent pas ce que c'est, comment vous définiriez le MMA? Alors déjà un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Et le MMA, alors je suis combattant de MMA professionnel depuis 2019. J'ai commencé le MMA en amateur en 2018. Le MMA, c'est les arts martiaux mixtes. On dit AMM en français et on dit MMA pour Mixed Martial Arts en anglais. Et c'est tout simplement le mélange de toutes les techniques dans un cadre sportif, donc qui reste gentleman, mais toutes les techniques de percussion et de préhension qui existent dans les différents sports de combat, c'est-à-dire toutes les projections de judo, de lutte, que ce soit de la lutte libre ou gréco-romaine, et toutes les techniques de percussion type boxe anglaise avec les poings, ou muay thai avec les coudes, les genoux, les pieds, les tibias, et on mélange tout ça sous format 3 fois 3 minutes chez les amateurs, 3 fois 5 minutes chez les professionnels, le gagnant est celui qui s'impose soit avant la limite par KO ou soumission, soit à la décision des juges. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le sport est encore un peu confidentiel en France, c'est qu'il était très américain, puis je crois que pendant longtemps il était interdit, non? Oui, alors c'est un sport qui a été légalisé en 2020. C'est bien et mal tombé dans le sens où c'est tombé en plein Covid. Donc on n'a pas Ouais. eu d'UFC en France avant 2022. Donc j'ai eu l'honneur et le privilège de participer aux 4 éditions françaises. Donc 2022, 2023, 2024 et 2025. J'étais à l'UFC Paris à Bercy. Donc c'est une organisation effectivement qui est américaine, l'Ultimate Fighting Championship, qui est l'équivalent de la Ligue des champions du MMA chez les professionnels. Et effectivement, c'est à ce moment-là vraiment que ce sport a commencé à prendre de l'ampleur en France. Pourquoi c'était interdit avant en France? Alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que c'est un sport qui a mis du temps à se professionnaliser. C'est un sport qui est apparu dans les années, début des années 90. Dans un premier temps, c'était vraiment l'idée de repartir sur le sport originel. C'est-à-dire qu'il y a plein de sports de combat, il y a même des sports tels que les sports de force, les sports d'équilibre, d'endurance. Nous, on veut voir qui est le gars le plus fort au monde. Donc, on met deux gars dans un octogone, on appelle ça, et de manière à ce qu'ils ne puissent pas sortir et qu'il y ait un espace délimité. Et qui ressort vainqueur? Au début, il n'y avait pas de round. Donc, c'était un round à l'infini et il fallait finir avant la limite son adversaire À l'usure, quoi. à l'usure, donc par soumission, fatigue ou par KO, TKO. TKO, ça veut dire Technical Knockout, lorsque l'adversaire n'est plus en mesure de se défendre intelligemment, l'arbitre peut mettre arrêt au combat. Et J'en ai vu un pour vous, par exemple, où vous voyez plus, où vous étiez ouais. plus en mesure à cause des blessures et des ouvertures, vous pouviez plus voir. Donc ça, c'est un chaos technique. Alors ça, c'est la dernière manière de gagner, j'en ai pas parlé parce qu'elle est un peu plus confidentielle, mais c'est par arrêt du médecin. Donc c'est le Ouais, médecin qui estime que on met potentiellement ma vue en danger si le combat se continue, ou comme effectivement ça reste quand même un combat avec l'état d'esprit sportif, même si c'est un sport qui est très engagé, l'objectif n'est pas d'aller vraiment contre la santé des participants. Mm. Même si nous on est pleinement engagé dedans et clairement c'était pas un bon moment pour moi de me faire arrêter sur ce combat-là, mais ça fait partie du jeu. On le voit d'ailleurs dans la boxe anglaise aussi. Mm. Des fois les ouvertures sont trop profondes. Le médecin ne veut pas prendre le risque de perdre la vue d'un œil pour le combattant et donc des fois il va arrêter le combat
euh, en avance. D'accord. Donc, si je reviens aux règles, en fait, vous entrez sur le ring que vous appelez un octogone. Là, il y a des rounds. C'est combien de temps les rounds? Alors les rounds maintenant justement, pour en revenir à la question précédente, ça s'est très ultra professionnalisé, à tel point que c'est devenu le quatrième sport le plus populaire aux États-Unis Hmm. et le plus médiatisé, à égalité avec le baseball aujourd'hui. Donc maintenant, il y a des catégories de poids, comme au judo, en lutte, qu'on connaît très bien en France, ou au taekwondo, ou tous les autres sports de combat. Depuis les années 95, il y a des catégories de poids. Il y a des arbitres, des juges, des fédérations. Maintenant, c'est un sport qui est vachement bien encadré, qui a énormément de règles pour justement que ça reste dans un cadre gentleman, malgré le fait d'avoir une liberté quasiment totale au niveau des percussions et des techniques de préhension, de manière à ce qu'on reste dans un cadre sportif. C'est-à-dire qu'on a les mêmes, toutes les techniques qui sont illégales en Muay Thai ou en boxe anglaise, on les a aussi. Les coups au parti, mordre, etc. Ça reste, Donc ça, c'est interdit. ça, c'est interdit. On reste sur des techniques qui restent sportives. C'est-à-dire les crochets, les directs, etc. On peut pas te taper derrière la tête. Voilà, plein de petites règles comme ça qui font que il faut dominer son adversaire, mais dans un cadre quand même un tout petit peu gentleman, même si Hmm. on a une liberté qui est quand même énorme. Ouais, je vous dis sur les raisons pour lesquelles je l'ai dit d'entrée de jeu, moi j'étais pas hyper fanat du sport, là je l'ai découvert et encore une fois grâce à vous. Moi quelque chose qui avait pu me frapper ou me choquer, c'est le fait qu'à terre on continue de frapper, on va jusqu'au KO, on n'est pas interrompu par l'arbitre. Est-ce que le MMA c'est un art martial sans limite? Alors oui, il y a très peu de limites parce que justement on apprend l'art du combat sous toutes ses facettes. Hmm. Et le grand non-pound, donc les frappes au sol, c'est clairement une des facettes de ce sport. Et c'est une facette qu'il faut apprendre à maîtriser. Tout le monde ne sait pas frapper avec efficacité au sol et tout le monde ne sait pas se défendre avec Hmm. efficacité au sol. C'est comme le judo, certaines zones de préhension qui ne sautent pas à l'œil au grand public, mais qui en fait sont très techniques. Et donc nous, on les connaît et on comprend la dimension que ça représente et la difficulté à maîtriser ce domaine et l'intérêt qu'on a pour ce domaine. Mais effectivement, peut-être que visuellement, ça plaît moins parce que ça peut paraître violent ou que ça peut paraître euh, un petit peu sortir du cadre du sport. Mais en réalité, c'est comme les phases de clinch debout, donc avec les coudes, les genoux. C'est une phase qui est extrêmement intéressante pour nous en tant que combattants parce que c'est une phase où il y a beaucoup de prise de risque Hmm. et il faut être intelligent, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, être capable de bloquer des bras, être capable de créer des renversements, des leviers, et justement de continuer à mélanger les frappes et les soumissions et les relevés. Tout ça, c'est les trois choses qui se mélangent lorsqu'on est au sol collé et qu'il y a un adversaire qui a une position de force, on va dire, de par Ah ouais. l'angle dans lequel il est pour les percussions. Donc là c'est du combat au sol comme il peut y avoir dans la lutte. Mais on rajoute la percussion parce qu'on Ouais. est dans le MMA et l'objectif c'est l'efficacité. Le MMA ça reste par contre un sport qui s'oriente vers l'efficacité. C'est-à-dire qu'on prend tous les sports de combat, on les mélange et on prend le meilleur de chaque sport de combat. Parce que le but c'est d'être efficace, c'est de vaincre l'adversaire. Donc c'est pour ça que c'est un sport qui peut paraître très engagé par moment. J'ai vu que donc là alors, d'ailleurs merci d'interrompre votre entraînement que j'imagine être hyper dur là dans la dernière ligne droite puisque le 16 novembre vous allez avoir votre prochain match face à un Américain qui s'appelle Dariush. Lui j'ai vu sur sa notice que c'est plutôt un combattant Jiu-Jitsu je crois c'est ça sa Ouais, spécialité. jiu-jitsu brésilien. Après, c'est un combattant qui est très complet, mais le jiu-jitsu brésilien, c'est un domaine qu'il maîtrise à la perfection. Donc au milieu donc dans ce MMA vous avez dit où on a une multiplicité de techniques inspirées des différents arts martiaux, chaque combattant finalement va avoir une spécialité dans un domaine. Vous c'est quoi la vôtre? Alors moi, c'est d'avoir commencé tard, le mental et la technique, je pense, d'être assez complet en fait, d'avoir été pris par amour par chacun de ces sports. Et je dirais que c'est mon style de combat qui est vachement engagé, qui est ma particularité, qui fait ma force aussi parce que Ouais, on va reparler. je dirais que c'est la pression et l'intensité que je mets en combat qui va être un de mes points forts. Et bien entendu, moi j'aime tout. J'aime vraiment aussi bien le Muay Thai, donc debout, toutes les techniques de percussion, comme la lutte et tout comme le sol. Maintenant que j'ai repris les sports de combat par le jiu-jitsu brésilien également, Hmm. chez Christophe Savoca à Bayonne, lorsque j'étais encore opérateur SAS, c'est là que j'ai regoûté à la compétition et au sport de combat. Donc opérateur dans les forces spéciales à Bayonne, on en reparlera juste après, parce qu'évidemment vous avez cette partie de carrière militaire qui va parler à nos auditeurs, qui sont surtout des soldats. Euh,
Donc finalement, il n'y a pas une discipline, une technique sur laquelle vous êtes plus fort, comme Dariush, là, le Jiu-Jitsu. Il n'y a pas un sport favori parmi les autres. Je pense que lui non plus, parce que c'est ce qui est intéressant à ce niveau-là, quand on rentre vraiment dans les meilleurs mondiaux, ils sont tous très complets. Surtout dans D'accord. ma catégorie de poids, qui est une catégorie très dense. Tout le monde est très complet. Maintenant, il y a des points forts quand même. Et lui, clairement, son point fort, c'est le jiu-jitsu brésilien. Moi, j'en ai d'autres, mais on a chacun un peu des petits points forts et points faibles, Vous clairement. m'avez déjà un peu répondu, mais pourquoi vous n'êtes pas orienté vers une carrière de boxeur ou de lutte ou de karaté? Pourquoi c'était ce sport-là avant les autres? Alors moi moi j'ai baigné dans les lectures chevaleresques type Lancelot, La quête du Graal, des ouvrages qui m'ont bercé dans mon enfance. Mon père était et également militaire et tout ça, ça a fait partie de mon éducation. Et j'ai toujours aimé la compétition et ce côté chevaleresque du un contre un peu de la joute. D'accord. Ça, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Et d'ailleurs, moi, j'ai rejoint le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine pour ce côté faire partie des meilleurs guerriers au monde, entre Hmm. guillemets, en tout cas des meilleurs guerriers en France. Servir mon pays, bien entendu, euh, pour des valeurs nobles, avec un peu ce côté de défendre la veuve et l'orphelin, qui sont des traits de caractère un peu romancés du chevalier dans les romans. Mais ça, c'est toujours un truc, moi, qui m'a guidé, hein, un peu ce côté chien de berger parmi les moutons. C'est vraiment l'état d'esprit toujours que j'ai eu depuis que je suis enfant. Et donc, je voulais rejoindre cette élite guerrière. Dès que j'ai eu 14 ans, j'ai voulu rejoindre le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Donc, je savais déjà ce que je ferais après le bac. Et, et quand j'ai reconnecté avec les sports de combat, quand j'ai appris le jiu-jitsu brésilien, la boxe, et ce côté vraiment un contre un, et cette opportunité aussi de combattre régulièrement, parce que euh, l'emploi du militaire, c'est d'être prêt en tout temps, à tout moment. Hmm. Mais il n'y a pas marqué que le 16, euh, vous allez être employé en OPEX ou pas, et que vous allez avoir des combats ou pas. Hmm. Nous, on a l'opportunité d'avoir une date, un entraînement pour cette date et une régularité qui vaut mieux pas avoir d'ailleurs en tant que militaire parce que ça veut dire que le monde va plutôt mal. Ouais. Mais en tout cas, nous, on a cette chance-là et ça, c'est un truc qui m'a vachement intéressé. Et en même temps, nous, dans notre emploi comme militaire, c'est rarement un duel. C'est un combat d'équipe, en groupe, parfois face à des ennemis qu'on ne voit pas. Là, vous êtes orienté vers un mode d'action qui est beaucoup plus individuel. Quelle différence vous faites entre les deux mondes, entre les deux univers? Alors, en réalité, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs parce que on ne le voit pas, mais c'est un vrai travail d'équipe. Alors, c'est un travail individuel dans l'octogone, mais c'est un travail d'équipe avant ça. C'est-à-dire que moi, mon staff sportif, aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes. Ouais, d'accord. Il y a le médecin du sport, le kiné, le préparateur physique, il y a le spécialiste en boxe anglaise, en muay thai, en sol, en lutte, le head coach, donc le coach de MMA en général, fait déjà 9 personnes, là, ce que je viens de citer très rapidement. On rajoute le diététicien, etc. Enfin, c'est vraiment une équipe qui est complète. Les sparring partners, etc. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe euh, pour que l'athlète puisse performer au plus haut niveau. Mais ça se professionnalise au fur et à mesure du temps. Hmm. Lorsque j'ai commencé, effectivement, le staff il est composé plus de deux trois personnes que d'une dizaine de personnes. Mais au fur et à mesure du temps, bah, ça se densifie et la compétition aussi devient plus dure. Donc il faut être au plus haut niveau possible et viser l'excellence. Ça, c'est un truc que je retrouvais aussi dans les forces spéciales. Le groupe essaye de s'élever de manière à exceller dans les tâches qu'on va lui attribuer et essaye de se préparer en fonction des OPEX et des orientations des théâtres d'opération extérieures du moment qui vont lui être attribués. Donc ça, c'est des choses qui ressemblent, être exigeant vers soi-même, la discipline et un certain travail d'équipe. Ouais, puis finalement, sur l'octogone, dans l'octogone, vous êtes en première ligne, mais derrière, il y a toutes les camarades, les fonctions de soutien, les fonctions support qui vous ont poussé, qui vous sont poussés. Donc je vois le parallèle que vous faites. Pour revenir sur la discipline même du MMA et tout de suite mettre les pieds dans le plat, j'ai entendu, vous, que
Dans le MMA, il y a une pratique qui est le trash talk, où juste avant le combat, on est un peu nez à nez avec son adversaire et souvent on essaie de casser psychologiquement l'autre. Moi, ça fait partie des raisons où à la base le MMA me plaisait pas du tout. Et je sais que vous, j'ai entendu dans vos interviews et puis je sais que dans vos matchs, vous ne le faites pas. C'est-à-dire vous ne provoquez pas votre adversaire, vous ne l'insultez pas avant le match. Pourquoi vous ne vous pliez pas à cette tradition du MMA? Alors, c'est pas vraiment une tradition, ça fait partie des différentes manières de gagner un combat. Il y a des combattants qui ont excellé dedans. Le premier à avoir fait ça et popularisé ça, c'est en boxe anglaise, c'est Mohamed Ali. Mhm. Mohamed Ali, il battait ses adversaires souvent avant de rentrer dans le ring parce que il mettait une telle pression médiatique et mettait un tel poids sur les épaules de son adversaire au fur et à mesure du temps que en fait son adversaire arrivait diminué sur le ring. Ouais. Chez nous, l'exemple parfait de l'équivalent de Mohamed Ali chez nous, ça a été Conor McGregor, qui est arrivé avec un trash talk qui a fait qu'il a fait complètement dérouter José Aldo, qui est un énorme combattant et une grande légende du MMA. Il l'a mis KO en moins de 2 minutes parce qu'il s'est jeté tel un débutant dès le départ de son combat parce qu'il avait tellement envie d'en découdre Il a vu le chiffon rouge. voilà, il a vu rouge et il a eu ce côté effet tunnel dont on parle des fois dans l'armée. Et il s'est fait contrer. Et Connor, d'ailleurs, le trash talk lui allait bien parce que son point fort, c'était les contres. C'est-à-dire de provoquer Mhm. l'adversaire pour qu'il rentre à la bonne distance pour pouvoir frapper au bon moment avec précision et efficacité. Et donc, le trash talk, il y en a qui le maîtrisent, d'autres non. Moi, j'en fais assez abstraction. D'ailleurs, ça va avec mon style de combat, avec ce que je représente et les valeurs que je veux représenter et mettre en place dans les sports de combat. J'ai pas besoin de ça. J'estime que j'ai pas besoin de ça pour remporter mes combats. Euh, Maintenant, attention, tout le monde peut être atteint par ça Ouais. et il faut vraiment arriver à en faire abstraction. Ça aussi, ça fait partie du métier, du boulot et effectivement, bah, on peut l'exercer ou ne pas l'exercer. Ça, c'est en fonction de chacun. En fait, c'est intéressant parce que ça fait penser à un parallèle de stratégie militaire. C'est une offensive psychologique avant d'être une offensive sur le terrain. Gagner la guerre avant la guerre par de la provocation, de la désinformation, une guerre psychologique finalement. Et donc vous, quand vous dites ça correspond pas à vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, que c'est une dépense d'énergie et que c'est un art que je j'ai pas envie de maîtriser et qui Hmm. m'intéresse pas. Et parce que ça implique d'aller chercher un peu à la manière d'un opérateur de la DEJ, d'aller chercher Ouais. des leviers psychologiques sur la famille, sur l'argent, sur plein de paramètres de l'adversaire, tout simplement. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je pense que l'essentiel reste quand même dans l'octogone. Si on arrive à faire abstraction de ça, le meilleur combattant gagne dans l'octogone. Vous êtes plutôt finalement sur la partie sportive que cette partie psychologique. Vous avez dit la DEJ, donc les espions de la DGSE qui en effet utilisent les fameux leviers psychologiques pour s'emparer de quelqu'un. Euh, alors, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est d'accord, vous avez avant l'armée servi dans les forces spéciales, donc vous l'avez dit au premier RPIMA. Dans cette formation, vous étiez déjà acculturé au combat, pied-point. Est-ce que ça vous a préparé à cette carrière ou c'était déjà quelque chose que vous pratiquiez dans le civil avant l'armée? Alors, on fait vraiment, il y a un brossage, on va dire, une base qui est donnée au sein du premier PMA, euh, notamment lorsqu'on fait le stage GDC, donc le stage de garde du corps, où là, c'est un peu plus poussé. Mais lorsqu'on fait son CTE et sa formation pour devenir opérateur au sein des forces spéciales, il y a, on va dire, il y a des séances de sport de combat, mais ça représente un volume d'une dizaine, quinzaine de Mhm. séances au total avec le stage co compris. Donc, c'est plus pour analyser l'état d'esprit de Ouais. l'opérateur, voir s'il a Combativité. cette capacité à être combatif, à être guerrier, malgré des coups, malgré le poids de l'adversaire, qu'il a aussi la capacité peut-être d'assimiler quelques techniques basiques assez rapidement, malgré la fatigue, d'être lucide, Mhm. malgré certains états de fatigue. C'est plus dans cet état d'esprit-là. Alors, ça m'a énormément plu, bien entendu, mais c'est vrai que c'est très court. Et après, c'est vraiment, comme je le dis, moi, je me suis connecté avec les sports de combat à l'extérieur dans le civil, avec le jiu-jitsu brésilien, avec Christophe Savoca, mais j'ai continué en parallèle avec tous les passionnés de sports de combat au sein du premier PMA, et il y en a.
Il y a pas mal d'opérateurs qui aiment ça. Ça fait partie, je pense, que c'est un petit peu dans l'ADN aussi de ce régiment et d'autres forces comme le GIGN, le RAID, les commandos marines, etc. Oh, bah, qui et pas sont, seulement, parce que par exemple, moi dans ma formation commando, on a aussi une partie bien sûr, sport de combat. Alors d'ailleurs, c'est plutôt orienté boxe. oui, oui, Nous, c'était plutôt des cours de boxe. Alors bien sûr, après, c'est pieds-poings, etc. D'ailleurs, moi, j'étais complètement nul là-dedans, mais vraiment, c'était pas ma came. En effet, il y a cette partie analyse, apprentissage sur soi, apprentissage sur l'autre. Euh, Est-ce que vous croyez que cette combativité que vous venez de décrire sur la formation que vous avez reçue dans les FS, mais dont vous avez dit juste avant que c'était une de vos forces, c'est un truc que vous aviez déjà en vous, ou c'est quelque chose que vous aviez développé ensuite à l'armée? Alors ça, c'est un truc que j'avais en moi, je pense, parce que sinon j'aurais Ouais. pas réussi à 18 ans à faire le cursus du premier PMA, parce que je suis resté très longtemps le plus jeune au régiment opérateur. Ah ouais? Donc ouais, parce que c'est un cursus qui est assez difficile lorsqu'on rentre à 18 ans. C'est vrai qu'à 18 balais, ça fait jeune. Ouais. Ça fait jeune. Moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais l'éducation que j'ai reçue et je savais où je mettais les pieds. Je suis pas allé pour la lumière ou Mais votre père, il était du premier PMA? non, mon père est, Ah, alors c'est c'est bien ce que j'avais rigolo, lu. tout comme vous, il est ancien légionnaire. Et oui, c'est un ancien de la Il Légion, a ouais. été au deuxième REI et d'ailleurs je m'entends très bien avec les légionnaires parce qu'un de mes meilleurs amis, lui était, qui nous a rejoint les ultérieurs, ce qu'on appelle les ultérieurs, donc certains combattants d'autres régiments. Lui, il était au deuxième rep à Calvi avant d'intégrer le premier PMA. Alors en Votre père vous initial en a parce pas qu'il a voulu de arrêté au vieux. pas aller dans la Légion? Non, 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 mon père, il m'a toujours encouragé d'ailleurs à faire ce que j'aimais. Et d'ailleurs, il m'en a même pas du tout voulu et il m'a encouragé à faire ce que je fais. Quand j'ai dit que j'arrêtais les forces spéciales après 50 contrats pour aller combattre pour 400 euros au début Ouais. en Suisse d'un sport illégal en France, bah lui, il m'a dit feu, hein. C'est vrai? Bien sûr. Ah, donc il vous a soutenu et Non, il c'est... m'a toujours soutenu parce qu'il me connaît et on se connaît et euh, on a le privilège et le bonheur, je pense, d'avoir. Moi, j'ai eu le bonheur, je pense, d'être élevé et dans l'amour et dans la discipline. Et je pense que c'est le fameux mélange de ces deux choses-là qui ont fait que je pense que j'ai eu une enfance avec un père et une mère je pense qu'ils ont été très largement au niveau parce que tous mes frangins ont, euh, ont bien réussi aussi dans la vie. Chacun dans leur domaine et tout le monde est parti dans des horizons différents. Vous avez plusieurs frères? J'ai quatre petits frères. Quatre frères. Il y en a un qui est médecin, un qui est pompier de Paris, un kiné et le dernier qui est étudiant encore. Qu'est-ce qui vous a fait quitter l'armée? Bah, ce qui m'a fait quitter l'armée, c'est ce côté chef d'entreprise, auto-entrepreneur Ouais, du combattant, c'est-à-dire d'être son propre chef. ouais. Même si l'armée me plaisait beaucoup, je pense que j'étais à un stade où il fallait vraiment choisir entre une carrière longue ou une reconversion. Et avec cette opportunité-là, je me posais la question. J'ai fait des tests quand même pour être sûr de ne pas faire un choix comme ça sur un coup de tête. Donc, Des tests sportifs, vous voulez dire, enfin, voilà, pour j'ai le... remporté des compétitions amateurs D'accord. et j'ai fait une sélection au Venom Training Camp à l'époque où on m'a sélectionné et j'étais le plus novice, on va dire, des sélectionnés. Donc je me suis dit, si on mise sur moi dans ces conditions-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose Ça à... peut faire. Ouais. Il y a un projet quand même à porter. Et du coup, bah, toutes ces choses-là combinées ont fait que je me suis orienté. Je me suis dit, bah, je peux pas louper ça. Il faut que j'essaye au moins. Donc, ce qui vous a poussé peut-être à vous lancer, c'est ce désir d'autonomie, une envie de vivre une aventure d'entrepreneur aussi au-delà du combat, c'est ça? Alors, ça, déjà, le côté vraiment duel de ce sport qui m'offrait. Ouais. Le côté vraiment athlète aussi. C'est-à-dire que je m'entraîne, mais je sais pourquoi et dans les meilleures conditions. Et je peux m'en vouloir qu'à moi-même si je ne me suis pas mis dans les meilleures conditions possibles pour le combat. Alors que c'est vrai que dans l'armée, sur tout ce qui est sport, sport de combat, etc., on est obligé d'être généraliste et on peut pas se spécialiser. On peut exceller, mais par exemple, les forces spéciales en France sont vachement couteau suisse. Mais ce qui est bien, ce qui est une plus-value, ça, c'est un truc que je regrette pas du tout et que je trouve qu'incroyable. Mais par exemple, les forces aux USA qui ont, je crois, ils sont 200 000 opérateurs des forces spéciales. Chacun a une micro-spécialité Ouais. bien attribuée.
Chez nous, c'est un peu plus généraliste, un peu plus couteau suisse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vit des aventures, je pense, incroyables. Mais c'est aussi le côté les forces spéciales françaises, elles font quand même partie de l'armée de terre en général. Et moi, je trouve que c'est un métier qui mérite encore plus d'être spécialisé. Hmm. Et au fur et à mesure des années, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer de toute manière. Ça demande tellement d'excellence dans 4, 5, 6 domaines, notamment des moyens de mise en place qui demandent de l'excellence. Donc, que ce soit la plongée pour les plongeurs, Hmm. la fluviale pour les fluviales, la chute libre. Aujourd'hui, ils sont tous amenés à être shooters dans un futur proche, les opérateurs SAS, ainsi que le 4x4, etc. Plus du combat à la longue distance, à la moyenne distance, en milieu urbain, etc. en Mais des milieu cloisonné. piégeurs, Les- la il montagne. y a Ouais. beaucoup de choses à C'est maîtriser, vrai qu'il y a énormément de domaines. ce qui fait que de plus en plus, ça ressemble, je trouve, à un pôle, pas athlète, mais un pôle de très haut niveau Ouais, c'est le cas. où il y a ce côté excellence qui est voulu. Ça, c'est un truc qui me plaisait énormément, mais que j'avais la garantie de trouver encore plus vite en m'engageant dans le MMA corps et âme. Et donc je sais que vous avez passé ces 4 ans, vous avez passé au premier PMA, Alors, 5 5 ans ans, au total, mais la formation, le cursus dure à peu dure près un an quasiment et un an, demi. ouais. Donc, en fait, 3 ans et demi en gros. Et que vous avez eu l'occasion de partir en mission, en opération extérieure. Oui. C'était où? Alors, moi, j'ai fait beaucoup le Mali, le Burkina Faso, le Niger. C'était beaucoup la bande subsaharienne à l'époque. Donc, c'était beaucoup la lutte contre Boko Haram, Al-Fourkan, euh, contre différentes katibates locales, quoi. Vous vous souvenez de votre première mission? Oui, je m'en souviens bien, oui. C'était Ouais, ma première mission, c'était j'ai passé beaucoup de temps à Tombouctou. ouais. Il y avait déjà eu la libération, hein. Donc c'était quelques années après la libération. Donc opération Barkhane au Mali. Au Mali, exactement. Opération Barkhane et Sabre Whisky à Ouagadougou. Euh, du coup, bah, c'était essentiellement de la lutte contre le terrorisme local. Donc on avait des têtes d'affiche des différentes katibas à aller chercher, c'est d'appréhender, recueillir de l'information et voilà, essayer de les déstabiliser au maximum, tout comme eux en parallèle, par des exactions, essayer de déstabiliser le pays par des coups d'éclat à droite à gauche Hmm. dans le Mali. Une stratégie un peu plus psychologique pour endommager l'esprit de résilience de l'adversaire. Votre souvenir le plus fort là, dans cette mission, ce serait quoi? Euh, Peut-être la première action où on a fait action de feu, je pense que parce que c'était particulier, c'était une course-poursuite et une course-poursuite en véhicule, on était derrière des pick-up GAT, Dans le désert? donc groupement armé terroriste dans le désert. On avait eu l'information donnée par des drones au-dessus de nos têtes et, et donc on arrive sur le campement et on voit qu'ils partent, on se met en observation, Ouais. mais à peine on commence à se mettre en observation que les pick-up s'en vont, Vous êtes détecté? on est détecté et donc il s'engage une course-poursuite. Nous, avec mon équipage à l'époque, moi j'étais du coup tireur 12-7 sur le véhicule de patrouille motorisée et on a le chef de groupe qui déjante et on se retrouve, nous, du coup, le seul véhicule à arriver à suivre le pick-up au final. Donc isolé à un I- seul véhicule? Isolé à un seul véhicule et le pick-up Bon, il y avait la prend de 12-7 plus quand en même, plus mais... de distance. Il y avait la 17, mais le pick-up prend de plus en plus la distance. Ouais. Mais c'était vraiment de la fuite, hein. Ils Ouais. n'avaient pas l'armement, je pense, pour peut-être sûrement qu'il y avait de l'armement à l'intérieur, mais en tout cas, eux, leur objectif, c'était de fuir face aux 4 véhicules SAS qui leur faisaient face. Et donc, premier tir, c'était des warning shots. Donc, c'était essayer de tirer pour, sans viser l'adversaire, parce qu'il y avait la menace euh, c'était une zone avec potentiellement de l'otage. Ok. Et donc on avait l'interdiction de tirer sur le pick-up sans savoir ce qu'il y Ouais, avait à vos règles l'intérieur. d'engagement, du coup, prenez en compte le fait qu'il y ait Le fait qu'il y ait potentiellement un civil ou un potentiellement, otage. Ouais. exactement. Donc on a juste, c'était quelques tirs à droite à gauche du pick-up pour essayer éventuellement de le faire s'arrêter et de le prévenir que attention, on est prêt à engager le feu, arrête-toi, ou éventuellement soit qu'il s'arrête, soit qu'il se mette en panne, soit que il déjante parce que du coup il essaye d'éviter les coups de tir. Enfin, c'est un petit coup de stress Hmm. à son attention pour éventuellement essayer de le faire arrêter. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Le pick-up
à zigzaguer brièvement. Donc on aurait peut-être pu avoir ce coup de chance, mais il a continué sa route et ils connaissent le désert par cœur. Ouais. Et en plus, vous étiez là plus à portée d'appui de vos autres, des autres membres Oui, de du coup l'équipe qui étaient restés en arrière. on a arrêté de Ouais. poursuivre et après il y avait le campement quand même à fouiller. Il y avait des choses à faire en dehors de la capture de ce pick-up. Donc quelque part, dès votre première mission, vous étiez dans votre cœur de métier, vous étiez tout de suite dans l'action. Vous m'avez dit que vous aviez 20 et quelques sur cette première mission. Ouais, je devais avoir 19 ans, je crois. À 19 ans, ouais. Ouais, caché. Ouais, et vous, en fait, vos coéquipiers, ils ont pas cet âge-là, ils sont plus âgés, non? Ouais, bah, la moyenne d'âge au groupe, ça devait être la trentaine. Ah, c'est C'était ça. un groupe qui était assez âgé. Quel statut Euh, vous aviez au sein de cette équipe par votre jeunesse? Bah, il fallait faire sa place. Et après, c'est un statut ouais, qui est particulier parce que euh, déjà, il fallait faire sa place déjà pendant la formation, notamment avec les anciens, bah, comme qui est devenu après un de mes meilleurs amis, mais qui au début, forcément, avait des doutes sur le personnage parce que bah, quand as fait l'AFGA, que t'étais au deuxième rep, que tu as déjà 50 boutiques et que tu vois un jeune comme ça, Hmm. tu peux te dire, bon, bah, qu'est-ce qu'il vaut vraiment, etc. Mais D'autant que enfin, au-delà des préjugés et des clichés, derrière, il y a le fait qu'il va être avec vous dans le trou de bien combat et sûr, il a envie bien d'être sûr. sûr d'avoir quelqu'un de fiable à ses côtés. Donc on comprend. Exactement, exactement. Mais après, voilà, à partir du moment où on faisait ses preuves, notamment sur le terrain, euh, chez un EVAT, à partir du moment où tu faisais donc un engagé volontaire de la terre, lorsqu'on fait ses preuves sur le terrain, en général, derrière, ça se passe très bien. Ouais. Euh, Après, je pense que chez les sous-officiers et les officiers, il faut aussi faire ses preuves sur toute la partie théorique, qui est peut-être plus importante que chez les évats. Mais dans tous les cas, je pense que peu importe le grade, le terrain, c'est quand même un, un moment particulier où il faut, où on se doit de faire bonne figure parce que ça reste quand même le cœur de métier. Et puis c'est un peu aussi l'épreuve du feu, et on voit quelqu'un réagir, on peut pas savoir la manière dont il va réagir face à des situations comme celle-là, donc je peux comprendre que vous ayez été observé. En plus, je crois que chez vous, vous regardez pas trop les grades dans vos groupes. On regarde moins, ça reste important quand même, comme je dis. C'est notamment, il y avait deux manières de voir les choses. Moi, j'étais beaucoup plus en mission au sein du premier RPMA Ouais. que à la Citadelle. Parce que là, à la Donc la Citadelle, citadelle, le quartier en France. le quartier en France, le fonctionnement est un peu plus militaire traditionnel. Ah oui, mais c'est comme chez Et nous. Ouais. bah, je pense comme dans tous les groupements commando ou dans Non, non, mais même les parmi régiments toutes les normaux, forces il y a, spéciales, ouais, bien il y sûr. a, il y a le temps de la mission, on est en OPEX, où on regarde un petit peu moins les grades, ou les tenues, ça va La être un petit peu moins fonction strict. prime un peu plus. Absolument, en opération, la fonction prime sur le grade. Et au quartier, il y a une vie un peu plus réglée, avec Exactement. les cérémonies, avec la tenue, etc. Exactement. D'ailleurs, moi, souvent, je sais pas si c'est votre cas, mais souvent, j'ai eu des hommes dans le groupe qui me disaient qu'ils étaient plus heureux en mission, plus heureux en OPEX qu'au quartier, donc pour vous, la citadelle. Ouais, bah surtout bah, quand on est jeune célibataire et qu'on s'est engagé pour ça, Ouais. pour vivre une aventure, pour servir son pays, pour tout plein de raisons et qu'on s'entraîne justement pour ça reste quand même la finalité. Euh, Forcément, c'est le moment, je pense, où on en profite au maximum. Vous aimiez pas la vie de quartier? Moins, bah, c'est pas que j'aimais pas parce qu'il y a toute la partie entraînement quand même qui est très importante. Hmm. Euh, la partie vie militaire, elle est intéressante aussi, elle est particulière, elle est importante. Mais effectivement, la vie de quartier lorsqu'on est évat est peut-être moins passionnante que euh, parce qu'on se retrouve avec des responsabilités moindres. Un force spécial, il a beaucoup de responsabilités, peu importe son grade en mission, parce que Ouais. chacun a des spécialités bien précises dont il est responsable. Et donc, il a vraiment un poids sur les épaules, donc il a de l'importance. Il est vraiment un élément important au sein du groupe parce que par exemple, si tu es spécialiste explo au sein de ton groupe, euh, vous êtes par exemple l'explo du groupe, vous faites péter la porte. Si elle pète pas, tout le groupe reste derrière. Hmm. Donc, quelque part, vous êtes aussi important quasiment que n'importe qui d'autre dans le groupe. Par exemple, sur une IB d'otage, il faut péter la porte avant de rentrer. Si elle pète pas ou si elle pète, mais vous avez mis trop de charge et derrière vous tuez l'otage, bah, vous êtes responsable Ouais. de quand même pas mal de choses. Ouais, vous êtes seul face à vos responsabilités. Quel a été le moment le plus dur dans votre formation? Dans la formation, alors je dirais que c'était à la fois le meilleur et le pire moment, c'est le stage commando. Moi, c'est le stage que j'ai préféré parce que c'est vraiment que du terrain et puis il y a
tout le monde en fait vous est dédié pendant 3 semaines pour votre groupe. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'instructeurs quand même par élément pour un stage commando. Et c'est un moment où c'est que du terrain en permanence. Mais c'est un moment qui est dur aussi, notamment les 2, 3 premiers jours, parce qu'on sort d'une certaine zone de confort. On se rend compte qu'on est dans le confort au quotidien. Ouais. Mais une fois qu'on a perdu ces 3, 4 jours, qu'on a passé ces 3, 4 premiers jours de stage commando, là, on est pleinement dedans. Et c'est intéressant de voir à quel point Juste on a des ressources. quand vous dites on n'a plus de confort, c'est on dort plus ou moins, on Ouais. mange peu et on est en permanence En dans le train de gaz. faire des CO, du tir, Ouais. courir, du sport, des missions qui sont plus ou moins euh, bien foutues, bien ficelées, mais en tout cas, on peut se retrouver chef de groupe avec des responsabilités, etc. Ok, donc vous faites vos 4 ans, enfin vos 5 ans en tout au premier RPIMA et dans lequel vous avez, j'imagine, euh, construit une fraternité d'armes très très forte, surtout dans les groupes comme le vôtre. Quand vous avez, quand vous avez quitté ce groupe, comment vous l'avez vécu? Euh, alors, bah, forcément, il y a des gens, dans chaque groupe, il y a des gens avec qui on a plus ou moins d'attache. Bien sûr. Bah, les gens avec qui j'étais le plus attaché, j'ai gardé le contact, mais j'ai bien expliqué bah, à tout le monde au sein du groupe pourquoi je voulais faire cette démarche et ce que j'avais envie de mettre en place. Et, euh, et voilà, je pense que ça a été je pense pas que ça a été compris tout de suite, mais je pense Mhm. que ça a été accepté assez rapidement. Et par certains, ceux dont j'étais le plus proche, ça a été et accepté et compris tout de suite. Donc il n'y a pas eu de cassure. Je sais que quand on quitte un collectif très fort, moi par exemple, là je viens de quitter mon régiment de Légion. euh, je sais que même si j'y retourne pour visiter, je sais que ce sera jamais pareil, quoi. Si, il y a ça, il y a ce côté quand même, on sait qu'on quitte, on sait ce qu'on quitte et en plus, je ne Ouais. savais pas encore ce que j'allais trouver. Enfin, je me doutais un peu de là où j'allais mettre les pieds, mais je n'avais pas encore la finalité de ce que j'allais mettre en place et de ce qu'on allait pouvoir faire dans ce nouveau univers qui était celui du MMA. Mais oui, bien sûr, il y a forcément il y a un au revoir à dire à une première partie de carrière. Moi, je l'ai vu comme une première partie de carrière. Hmm. Je me suis dit, j'en ai quand même bien profité. Mais je savais pourquoi je faisais le choix ce choix de reconversion qui est particulier. Donc, à partir du moment où j'avais pas de doute euh, et que j'étais en accord avec mes valeurs et ce que j'avais mis en place, ça me posait pas de soucis. Il y a des choses qui vous manquent de la vie militaire. Ouais, bien sûr, bah, il y a des choses, bah, les choses les plus fun de la vie de militaire, partir en mission, le tir, Hmm. euh, les, bon après ça c'est de toute manière ça c'est plus quand on est jeune en groupe, bah, les moments passés La cohésion. de cohésion, voilà, les Ouais. moments de cohésion passés en groupe. Vous me disiez là pendant la pause que vous avez fait une mission un peu hors du commun quand vous êtes parti en Australie. Et là, vous avez côtoyé un tout autre univers de forces spéciales. Ouais, alors l'Australie, moi, ça a été vraiment un moment important dans ma carrière parce que je suis parti avec Pedro parce que les Australiens avaient besoin de retour d'expérience. Depuis l'Afghanistan, je crois que l'ensemble des forces du Commonwealth, donc Nouvelle-Zélande, UK et Australie, je crois et même Canada, je crois qu'ils ne sont pas employés Ouais. en théâtre d'opération extérieure. Donc depuis En fait, ils ont l'Afghanistan, eu, je crois, l'Irak qui a aussi, enfin, la fin de l'Irak qui les a un peu vaccinés de certaines opérations. Ouais. donc ils avaient plus envie de mettre trop les pieds en tout cas beaucoup moins en opération d'extérieur, donc il leur Ouais. fallait des retours d'expérience. Donc j'avais un Pedro, un copain des shooters de la 3 à l'époque, euh, qui lui revenait, je sais plus s'il revenait de Raqqa ou également du Mali, et moi je revenais de Tombouctou. Donc il leur fallait un retour d'expérience là-dessus. En échange de quoi, pendant 2 mois, 2 mois et demi, on a pu nous s'entraîner là-bas avec eux, Mm. voir leur mode de fonctionnement. Ça a fait partie d'ailleurs majoritairement aussi des raisons pour lesquelles moi après j'ai voulu vraiment partir dans ce côté un peu auto-entrepreneur du MMA Mm. et d'avoir à fond les libertés que j'avais envie d'avoir parce que bah, là-bas n'importe quel opérateur des forces spéciales euh, il peut aller choper des munitions, choper son armement, le modifier, aller sur un pas de tir, tirer. Vraiment, il a une liberté totale Mm. euh, avec son groupe, bien entendu, mais ils ont une liberté totale de l'emploi du temps et les moyens mis en place sont très importants parce qu'ils cumulent
et la spécialité du RAID et du GIGN, c'est-à-dire être capable de faire sur le terrain national aussi bien ville que campagne et extérieure, les libérations d'otages type police et tout ce qui va être des actions à haut risque type police, plus les opérations que nous on avait en tant qu'opérateur du premier PMA, c'est-à-dire les opérations un peu plus militaires, théâtre d'opérations extérieures, etc. Et cumuler ça dans un système, dans un camp où bah, voilà, on voyait que bah, ils pouvaient vivre avec leur famille à l'intérieur, vraiment un peu à l'américaine. Il y avait beaucoup de moyens qui étaient mis en place pour qu'ils soient performants. Et je sentais là-bas plus ce côté athlète que j'ai pu ressentir quand j'étais en opération extérieure au sein du premier PME, mais que j'en sentais beaucoup moins au quartier. Et eux, c'était au quartier. Et donc je me suis dit, ok, eux, ils ont ça au quartier, nous, on a les OPEX. Donc en fait, moi, je veux le mélange des deux. Et c'est là que je me suis dit, bah, le MMA, je peux avoir les missions missions avec les combats et en même temps l'autonomie je vois. Un petit peu ce côté un peu d'être son propre chef et puis le côté même d'être dans un groupe, d'avoir des grosses responsabilités. Je comprends la continuité de carrière. Tout à l'heure, vous avez parlé de première partie de carrière dans les armées et là, vous êtes quelque part dans la seconde partie de carrière parce qu'en fait, vous étiez combattant, vous êtes toujours combattant aujourd'hui dans le MMA. Donc pour venir à cette partie-là de la carrière, vous avez commencé donc finalement, je sais pas comment on dit, mais en junior, enfin des ligues nationales, j'imagine. Ouais. Et après, il y a eu un moment d'accélération où vous êtes retrouvé projeté dans la compétition internationale. Si vous pouvez me raconter ce moment-là. Moi, j'ai commencé très vite ma carrière professionnelle. J'ai attaqué le MMA en 2018. J'ai fait une compétition que j'ai remportée en amateur en Espagne à Saint-Sébastien, qui s'appelait l'Itus. Suite à ça, je suis passé professionnel en 2019. J'étais encore militaire lorsque j'ai fait mes 2 premiers combats professionnels. Mais comme j'avais beaucoup de permissions à poser parce qu'on rentrait de pas mal de missions, j'ai posé 2 mois. Mes 2 derniers mois de contrat, j'ai pu poser 2 mois d'un coup. Ça a été accepté. Et donc, j'ai fait un premier combat en février et un deuxième combat en mars. Donc, j'ai combattu régulièrement. Je me suis entraîné du coup à Paris. J'ai combattu. Et donc, mon premier combat en Suisse, mon deuxième combat en Belgique. Belgique où j'ai remporté ma première ceinture. Donc là, c'était vraiment des ligues nationales. Donc, tout de suite, vous rentriez par la grande porte finalement. Oui, mais une grande porte, on va dire, comme vous le disiez, c'était des orgas échelle nationale. Des orgas connus en Belgique, connus en Suisse. Ouais. Mais c'est vraiment les orgas où on fait, on va dire, il y a le combat, les 2 combats principaux où il y a des combattants qui ont plus d'une quinzaine de combats. Mais sinon, il y a les 5-6 premiers combats de la soirée, c'est des combattants qui ont entre 0 et 10 combats. Ouais. C'est vraiment des débuts de carrière pour faire construire des carrières. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer beaucoup de gros combats. C'est des billetteries à 3000, 4000 personnes maximum. Donc c'est des combats, on va dire, voilà, il y a 1 ou 2 combats où les combattants sont bien payés, où c'est déjà des stars notoires un petit peu, au cas du pays. Et les autres, c'est plus voilà, tous les gars qui commencent et qui veulent faire leur place. Et donc, il faut se faire sa place. Donc là, vous vous êtes quand même assez rapidement imposé comme pouvant aspirer à une carrière pro. Et donc, vous avez été projeté vers la ligue, je sais pas comment on dit, américaine. Alors, juste avant la ligue américaine, je vais au Brave. Le Brave, c'est une organisation qui appartient au prince du Bahreïn. Donc là, j'ai fait 4 combats dans cet orga. Et heureusement que j'ai signé au Brave parce que c'était pendant la période Covid. Et le Brave était une des rares organisations, tout comme l'UFC, à être capable, sans public, de maintenir des événements. Parce qu'il y avait des sponsors, Parce qu'il y a des sponsors, il y a de l'argent, il y a des droits télé. Ouais. Alors qu'avant ça, les organes nationales, elles ont toutes arrêté les combats pendant la totalité du temps Covid. C'est-à-dire que on voyait plus que les stars combattre parce que tous les en devenir étaient à l'arrêt parce qu'on combattait plus. Le Brave m'a quand même permis, même si le rythme a beaucoup baissé, de continuer à combattre au moins 2 fois par an, malgré le Covid. Ce qui m'a permis, comme c'était une des seules ligues en dehors de l'UFC, à continuer à faire combattre les gars, comme le Bellator, comme quelques autres ligues, il y en avait peut-être 4-5 encore. Ça a permis à l'UFC de me repérer, et j'ai signé, et j'ai combattu en 2021 mon premier combat à l'UFC, où effectivement, là, je suis passé dans un autre monde, on va dire que je suis passé de la Ligue 1 à la Ligue des Champions. D'accord. Et ce combat-là, là, vous le remportez? Le tout premier combat, je le perds. Je combats dans une catégorie de poids supérieure pour pouvoir rentrer. Donc, c'est un remplacement à ce qu'on appelle un short notice, c'est-à-dire qu'on me prévient 2-3 semaines avant. On me dit voilà, adversaire de ce gars, il s'est blessé. Il se prépare et tout. Il lui faut un adversaire. Si tu veux rentrer à l'UFC, c'est maintenant.
Donc nous, on dit oui, bien entendu. C'est pas la KT, le mec en plus est solide, c'est un gars du top 15 de la catégorie de poids supérieur. Il s'appelle comment, parce que je crois Eliezer Zaleski dos vu Santos, j'ai vu très bon ce combattant. combat, ouais. Aujourd'hui, qui est plus en fin de carrière, mais c'est un très très bon combattant. Donc j'y vais. Il y a un premier combat donc, que je perds à la décision contre lui. Mais Perdre la décision, ça veut dire c'est les décisions des juges. décision des juges, mais ce qui me permet en tout cas de rentrer dans l'orga et d'avoir la garantie en signant le contrat d'avoir une opportunité après dans ma catégorie de poids euh, lors du prochain combat et donc de pouvoir se racheter et surtout continuer l'aventure. Maintenant, c'est devenu un des sports favoris des jeunes, donc ça peut que se développer. Mais quand même, pendant ce match-là, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai vu des vidéos, évidemment, et on dit que c'est là que vous avez conquis le cœur des fans français. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match en particulier qui a ouvert des portes comme ça pour vous? Bah, beaucoup de résilience. C'est un combat où j'ai fait preuve de résilience. Euh, et il y a un premier round très partagé, après un deuxième round où il y a 3 minutes où je prends un peu la tempête, puis 2 minutes où je reviens dans le combat, et le dernier round est de nouveau un peu plus partagé. Mais c'est un combat dur euh, parce qu'il y a bien 3 minutes dans le combat où je prends beaucoup de coups. Bah, moi, j'ai vu cette partie-là alors, je sais plus quel round c'était, mais j'ai vu cette partie-là du combat où vous étiez plus du tout en mesure de riposter et vous prenez beaucoup de coups. Alors, enfin, je le dis comme ça, peut-être que c'est quand même le cas. Vous prenez beaucoup de coups, il vous frappe à terre. Enfin, d'ailleurs, il y a cette partie un peu parfois acharnement, enfin, de mode tel que quelqu'un qui est non initié peut le percevoir. Et dans la vidéo, ce qui est impressionnant, c'est que j'entends les commentateurs sportifs qui disent non, non, mais là, il faut l'arrêter. Et ils comprennent même pas que vous continuez. Qu'est-ce qui vous a maintenu debout à ce moment-là? Je pense beaucoup d'abnégation, de résilience Le MMA, c'est un sport qui est très ouvert parce qu'il y a un but en or en permanence. C'est-à-dire Qu'est-ce que que, vous voulez dire par là? bah, en fait, on peut être mené 7-0 et Ouais. on marque un but, mais qui est le but significatif qui fait remporter la partie. Si il avait vidé l'entièreté de sa barre d'énergie dans son acharnement à essayer de terminer le combat et que derrière j'étais revenu, je l'avais finalisé par soumission, bah, ou même par TKO. Et d'ailleurs, je l'ai touché à la fin du deuxième, je l'ai refait reculer, j'ai eu des belles opportunités. Et ben, on peut toujours revenir en fait. Vous pouviez gagner. Bien sûr, on peut Donc, gagner. ce que vous me dites, c'est que finalement, Faut jamais s'avouer vaincu en MMA parce que ouais. le combat il est jamais écrit d'avance. Et il y a plein de combats, enfin plein, il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques combats comme ça avec des retournements de situation incroyables. Donc c'est pas comme je sais pas, par exemple, dans certains jeux ou au tennis, on se dit ok, ce set-là il est perdu. Alors je vais pas laisser tout passer, mais je vais pas attaquer mon capital, je vais pas trop me consommer. Je jouerai la victoire sur le prochain set. À chaque round, vous êtes obligé d'être à fond, quoi. Alors il y a un peu ça, il y a un petit peu cette stratégie-là, sauf que dans le MMA, il y a la notion de pas se faire terminer. Donc c'est-à-dire que on peut pas non plus accepter de perdre 6-0 un set, Hmm. parce que si tu perds par TKO ou KO soumission, il n'y a pas d'autre round derrière. Eh oui, d'accord. Donc, on peut accepter jusqu'à un certain niveau d'être mis en difficulté. Mais il faut toujours montrer à l'arbitre qu'on est en mesure de continuer le combat et d'être compétitif et de mettre de l'adversité. Si on est capable de mettre de l'adversité, de faire travailler son Hmm. adversaire, qu'on reste en mouvement, qu'on montre qu'on est encore présent, l'arbitre n'a aucune raison d'arrêter le combat. Et en même temps, là, encore une fois, je me souviens les commentaires des commentateurs américains sur le match. Ils disaient, ils étaient impressionnés par le fait que vous restiez debout et vous continuez le combat alors que vous en aviez pris plein la poire. Là, ce que vous me dites, c'est quelque part, c'était tactique, une manière de Non, non, maintenir le non, round. non, c'était pas tactique. C'était, comme je dis, à un moment donné, je me suis fait toucher. J'avais peu d'expérience, hein. J'avais 2 ans et demi de MMA. Ouais. J'affronte un mec qui a plus de 20 ans de boutique dans le MMA, qui est très fort, et physiquement, et plus lourd, voilà, qui a toutes les cartes en main pour faire un bon combat. Je fais quand même un combat qui est honorable. Surtout à ce moment-là, je suis pas complètement insatisfait de ce combat parce que ce combat-là, la version de Benoît Saint-Denis de 2021, euh, qui fait ce combat-là, c'est honorable. C'est Hmm. vraiment honorable. Je fais un bon combat. Et non, c'est juste qu'à un moment donné, je passe un mauvais moment pendant 2 minutes. Je me fais toucher sur un Très contre. mauvais moment, ouais. Je me jette un peu, je me fais toucher.
Mais ça fait partie de ce sport. Ouais. Si on fait ce sport, il faut être capable d'accepter ça. Et c'est là, je crois que pour moi, c'est là qu'il y a eu un. Vous avez séduit le public français parce qu'on s'est dit, waouh, il y a une figure qui inspire par sa résilience, par sa combativité, qui se maintient jusqu'au bout. Et donc, pour moi, c'est à ce moment que vous passez de combattant de l'ombre, notamment quand vous étiez dans les forces spéciales, à combattant sous les feux des projecteurs. Comment vous avez vécu cette bascule entre ces deux vies? Euh, alors, c'est pas arrivé du jour au lendemain, donc je l'ai pas mal vécu parce que c'est au fur et à mesure du temps. Alors, moi, quand j'ai été au sein des forces spéciales, j'étais le plus carré sur la SECOPS. J'avais pas de Facebook, j'avais pas de, C'est comme j'avais pas sécurité d'appli, opérationnelle. sécurité opérationnelle, j'avais rien. J'avais rien. J'étais inconnu, d'être tellement inconnu sur les réseaux qu'au début, on a même douté de mon appartenance aux forces spéciales lorsque j'ai Ah, c'est vrai? affirmé que bah voilà si bah, de par ma jeunesse et de par ma C'est vrai et que vous de, étiez un profil iconoclaste, ouais. et de par le fait que j'étais discret sur les réseaux, j'étais loin d'afficher le fait que j'étais militaire. Et effectivement, je passais du coup de ce côté à être discret, être quelqu'un de discret, en tout cas sur ma vocation euh, et dans la vie civile, euh, à ce que ça fasse partie de mon cœur de métier, euh, D'être d'avoir une incarnation publique. d'avoir de la lumière sur soi, parce Ouais. que ce sport veut ça, et, ça fait partie du jeu à haut niveau de l'UFC et du MMA. Et ça, vous le vivez bien, même si c'est pas du tout du coup dans votre ADN. Ça s'est passé au fur et à mesure du temps, donc c'est pas arrivé du jour au lendemain de passer de l'inconnu ce combat-là, ça a été un bond, puis il y a eu un autre bond, puis etc. etc. Ça a été au fur et à mesure du temps. Je dirais que sinon, il y a eu des moments où ça a été compliqué, les moments euh, où ton combat, où il y a plein de dimensions, il y a plein de paramètres, mais il y a un moment donné où effectivement, avant le combat contre Poirier, où j'avais beaucoup de poids sur les épaules et j'avais pas encore. Là, ça faisait beaucoup de bonds d'affilée Hmm. rapidement. Et c'est pas le combat, ni la combativité, ni le niveau du combat qui avait été compliqué, mais c'était plus l'entourage, dans le sens notre mode de vie, la notoriété que ça apportait, La les pression, sollicitations ouais. médiatiques, la pression générale. Là, ça a mis un peu de temps. Aujourd'hui, je suis parfaitement en harmonie avec ça, mais ça met du temps. Alors là, moi, je me fonde sur des vidéos, des portraits que j'ai vus, et puis des commentateurs d'experts, parce qu'encore une fois, je suis pas un spécialiste de MMA, mais j'ai vu que vous étiez un combattant avec un haut niveau d'engagement, pas la peur de prendre des coups, parfois peut-être trop. Et alors, j'ai demandé aux membres de la communauté, donc à Meta Recrute, de m'envoyer des questions pour vous. Il y en a une de Yanaël. Il demande, est-ce que votre force mentale peut parfois vous faire perdre de la lucidité? Alors, c'est pas la force mentale qui me fait perdre de la lucidité, mais ça peut être l'orgueil. Comme je dis, c'est l'orgueil du combattant ça va pas se passer comme ça. Hmm. Il peut pas dominer 15 secondes dans le combat, c'est pas possible, faut que je remette tout de suite la marche avant. Ça peut arriver. Et c'est quelque chose ça fait partie des travaux de mes différents entraîneurs, d'être capable de gérer ça et de me le faire comprendre et de me le faire gérer du mieux possible au fur et à mesure du temps. Ça m'amène, parce que c'est exactement la question de Tarek. Est-ce que quand vous entrez dans l'octogone, vous avez la rage? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, pas la rage. Je suis concentré, focalisé sur les tâches à faire pour obtenir la victoire. Là, vous l'avez évoqué en filigrane, c'est toute la partie avant le match. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a énormément de stratégie, analyse de l'adversaire. Vous avez dit que vous regardez beaucoup de vidéos des combattants. Vous entrez sur l'octogone avec une tactique. Oui, bien entendu, on étudie beaucoup. Alors pour moi, c'est quelque chose qui est assez récent. Ça va faire bientôt un an que je travaille avec Nicolas Hoth. Énormément d'analyses vidéo, d'études de l'adversaire, connaître ses points forts, ses points faibles, dans différentes situations, différentes situations figées du combat, et du coup être capable de les exploiter. Est-ce que vous diriez que dans votre entraînement, vous capitalisez plutôt sur vos forces ou là en ce moment vous essayez de combler sur des faiblesses? Comment vous préparez sur un combat? Est-ce qu'il y a cette dimension auto-analyse, j'ai investi à fond sur mes faiblesses? Plus on est proche d'un combat, plus il faut être la meilleure version de soi-même possible du moment.
plus on est loin d'un combat, plus on a le temps pour travailler des skills, donc des compétences, devenir meilleur dans des domaines spécifiques, accorder plus de temps à telle ou telle discipline. Ça peut être même à des caractéristiques physiques, aller chercher plus d'explosivité ou plus d'endurance, aller chercher un meilleur sol, un meilleur pied-point, une meilleure lutte. Et plus on est proche du combat, plus on est obligé de rigidifier, d'aller chercher vraiment du MMA et de mélanger tout ça et de donner la meilleure version de soi-même possible rapidement sous un mois, quoi. J'ai une question de Pauline qui demande pourquoi vous combattez. Bah, je combats parce que j'aime ça, c'est un sport qui est engagé. Pour moi, c'est le sport originel. C'est un peu. À la base, le sport, c'est qui est le plus fort. Et qui est le plus fort, je pense qu'aujourd'hui, à l'UFC, le champion du monde poids lourd, c'est l'homme le plus fort au monde, tout simplement. Ouais. Parce que bah, c'est celui qui sort vainqueur. Alors maintenant, on a rajouté des balles de tennis, des raquettes, des ballons, du collectif. Mais Le à la duel base, change de. à la base, on peut être qui on veut. Le truc originel de qui est plus fort depuis la préhistoire, c'est qui reste debout à la fin et qui ramasse ses dents au sol, entre guillemets. Il y a ce côté à la fois qui est très dur, euh, qui est compliqué à expliquer, mais qui est ultra naturel. Il n'y a pas plus naturel en fait que ce sport-là pour l'homme. Ça fait partie de son ADN, ça fait partie de... Et le fait d'être capable de l'intellectualiser et de le rendre intéressant, et parce qu'il est dur, il y a des vraies leçons d'humilité dans la MMA. Parce que comme on travaille plein de disciplines dissociées, on n'est jamais le meilleur quelque part. C'est-à-dire que si moi j'affronte le meilleur français en boxe de ma catégorie de poids, ça va être dur pour moi. Je peux tenir quelques rounds, je peux me régaler, mais quelque part, c'est moi qui vais prendre le plus de coups. Et clairement, l'avantage du combattant de MMA, c'est qu'il peut aller voir des spécialistes, mais il sera très rarement au niveau du spécialiste dans chaque discipline dissociée. Donc c'est une permanente leçon d'humilité, le MMA pour ça. Est-ce que le combat, c'est la meilleure manière de se connaître? Je pense que le combat, ça fait partie des sports où on peut rapidement en savoir plus sur soi-même. Ouais. Et après, tous les sports bien exercés, même la course à pied, hein, lorsqu'on fait un 10 kills à fond, on peut quand même apprendre à se connaître aussi. Mais le MMA, c'est apprendre à se connaître aussi dans des situations qu'on n'aime pas. Et est-ce qu'on est capable malgré la difficulté, de rester lucide et de rester intelligent? Ça, c'est autre chose. Ouais, ce côté tactique que vous devez avoir tout le temps à l'esprit. Et est-ce que c'est une bonne manière de connaître son adversaire? Oui. Ce que je veux dire, c'est cette proximité que vous avez avec les adversaires, même si vous voulez lui mettre les dents par terre, comme il disait tout à l'heure. Quelque part dans le combat, vous vous apprenez de lui aussi. On apprend énormément sur soi déjà, à quel niveau on boxe, à quel point on est fort ou faible, et, euh, et aussi sur des erreurs. Est-ce que j'ai péché par technicité ou par tactique? Est-ce que j'étais pas au niveau technique ou tactique ou physique? Il y a plein de manières de gagner ou de perdre un combat, et donc on en apprend toujours beaucoup. Ouais. Quelle faiblesse vous avez identifiée chez vous au cours d'un combat? Bah, comme je dis, la plus grosse faiblesse que j'avais identifiée lors de mon combat contre Moïcano, c'était l'aspect tactique que j'avais énormément négligé jusqu'à présent. Après, on a tous toujours des faiblesses et des points forts, et il faut essayer de les travailler en permanence. J'ai envie de vous poser des questions, alors moi j'appelle ça la QRF, questions, mais réaction flash, c'est des questions où je vous donne l'opportunité de répondre par affirmatif ou négatif. Ok. Éventuellement, le joker c'est reçu, puisqu'il y a un soldat quand il peut pas répondre, Ok. non, à son chef il dit reçu. On est parti? Allez, Est-ce que vous avez déjà eu peur d'un combat? non, Faut-il supprimer le trash talk au MMA? non, Est-ce qu'on s'habitue au coup? oui. Les combattants de MMA sont-ils les gladiateurs du 21e siècle? Est-ce qu'on peut... Non, c'est que oui ou non. Alors, vous savez ce qu'on peut faire? On fait oui et non, et à la fin, on Ok, revient sur les ok, questions ok. si vous le Sont-ils souhaitez. les gladiateurs, c'est ça des... Ouais, est-ce qu'ils sont les gladiateurs Oui. du 21e siècle? Est-ce que vous inscrirez vos enfants au MMA? Oui. Avez-vous déjà perdu le contrôle de votre violence? Non. Avez-vous déjà eu peur de mourir dans un combat? Dans un combat? Ouais. Non. Avez-vous déjà eu peur de tuer dans un combat? Non. Est-ce qu'il y a de la fraternité dans le MMA? Oui.
Le combat est-il la meilleure... Celle-là, je vous l'ai déjà posé tout à l'heure. Allez-vous gagner votre prochain match? Oui. Si c'était à refaire, vous resteriez à l'armée? Non. Alors, vous vouliez développer sur une des questions. Je crois que c'était peut-être la... Non, il y en a plein où je peux développer. Ouais. Alors, gladiateur des temps modernes, oui, pour la vitrine de l'UFC, parce que c'est mis en jeu comme ça, c'est ça, ce côté très spectacle à l'américaine. Déjà, c'est une boîte américaine, l'UFC. Mm. Ils aiment le spectacle, les Américains, quel que soit le sport, ils font le show, le spectacle. C'est ce qu'ils aiment. Ce qui fait d'ailleurs que tous leurs sports sont pleins de mi-temps, de quart-temps. Il y a toujours un moment pour Ouais. le spectacle, que ce soit le basket, le football US, le baseball. C'est interminable, c'est plein de phases. C'est il y a l'entourage toujours le autour spectacle. du sport. Ouais. Exactement, l'UFC c'est pareil. Donc, ouais, il y a ce côté spectacle, on va dire, pour l'UFC. Après, en dehors de ça, non. Le MMA, c'est un très beau sport à pratiquer. Mais effectivement, il y a ce côté un peu gladiateur dans les grandes orgas nationales et Moi, internationales. ce que je voulais dire aussi, c'est quand même, on met au centre du ring des gars qui tapent dans leur point de vie, parce qu'un match, je pense que ça vous abîme, pour aussi le plaisir de la foule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire sur le, Ouais, mais sur nous, le on côté. prend beaucoup de plaisir aussi. Ouais, Nous, on prend énormément de plaisir, comme les rugbyman, où c'est très engagé également, comme les boxeurs, comme les combattants de Muay Thai, les judokas. En réalité, on, on est consentants tous ouais. dans ce qu'on fait et on veut tous devenir les meilleurs de notre sport. Puis il y a même une passion, Il y a il une y a un passion pour plaisir ce du combat, sport, vous le disiez. exactement, exactement. Benoît Saint-Denis, merci beaucoup d'avoir passé Avec ce temps plaisir. avec nous dans Quartier Libre. Je vous souhaite le meilleur pour votre match dans quelques jours et encore merci d'avoir interrompu votre entraînement pour passer nous voir. Merci beaucoup. Merci Benoît. Si vous êtes toujours avec nous, je pense que d'autres épisodes de Quartier Libre peuvent vous intéresser, notamment un épisode que j'ai enregistré avec un spécialiste du camouflage issu du 2e régiment de Hussards. Je le mets en description. Vous les trouverez sur les réseaux sociaux de l'Armée de Terre Recrute, sur les miens, Capitaine Bro, BRAULT. Pensez à nous soutenir, c'est important pour la suite de ce podcast. Merci et à bientôt. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.